Congo, Mousi Congolien Totela. Abouake. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congolien Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones. Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kwimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundi sont en deux groupes. Les Sundi du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundi du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement des populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundi et Lari envahissent le corps du Poule, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke-Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille les hospitaliers. Maxime Chassé vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale. La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Emar le conseiller, menon sangu ni tiagana, mubungun sangu wabingi bajimbaka nazo, nabalemboza zolo mukuzaba, ni mubungu dio, batata na bamama, oueno d'histoire. Bonjour et bonsoir. Alors nous poursuivons l'évocation des 60 ans de l'indépendance du Congo. Et en continuant justement sur le coup d'État du M22, du 22 février 1972. Avant de lire l'audition du commandant Alfred Raoul, je voulais d'abord vous le présenter ce brillant officier. Alfred Raoul naît d'un père métis, Georges Antonio Raoul, d'origine cabindaise, et d'une mère congolaise, Amélia Minga.
elle-même née de mère Vili de Madimbukai et de père Kabinde. Alfred Raoul, né à Pointe-Noire le 15 décembre 1938, il est mort à Paris le 16 juillet 1999. Ce général de corps d'armée a été un homme politique et diplomate de la République du Congo. Donc ce grand monsieur, doté d'une stature imposante de près d'1,88 m, était un visionnaire, un pragmatique et un manager, et en plus un meneur d'hommes, très à cheval dans la gestion des affaires de l'État. D'ailleurs, Édouard Ibuka Babakas estimera que l'histoire d'Alfred Raoul, tout comme celle du Congo, est très mal connue et gagnerait à l'être avec l'aide des historiens. Alors, pour passer à sa carrière militaire, d'abord il fait ses études secondaires au lycée Victor Augagneur de Pointe-Noire et quitte le Congo en 1959 pour s'engager dans l'armée. Mais un jour, rapporte d'ailleurs Théophile Obenga, qui était avec lui dans le dortoir à l'internat au lycée Pierre Savagnin de Brazza, puisque après le lycée Victor Augagneur est arrivé à Brazzaville pour faire la terminale, c'est-à-dire le second cycle. Un jour, le colonel Jean, qui commandait l'école des enfants de troupe général Leclerc, était venu au lycée pour recruter les candidats éventuels afin d'intégrer Saint-Cyr. Il avait réuni les classes de terminale, toutes séries confondues. Alors, ce que rapporte Théophile Obenga, il dit, de nous tous, seul l'élève Alfred Raoul s'était fait enrôler pour Saint-Cyr. Ainsi, Alfred Raoul est devenu le premier militaire congolais saint-cyrien après le baccalauréat et la corniche, c'est-à-dire classe préparatoire. Affectueusement d'ailleurs, il est appelé l'aïeul par ces Congolais de la célèbre école militaire en raison de son ancienneté. Il fut le premier donc saint-cyrien congolais dans la promotion vers corps de 1960 en 1962. Il s'est spécialisé dans le génie militaire. Comment il est passé général? Son ami Joseph Badila avait estimé qu'il souffrait toutefois de ne pas avoir accédé au grade de général, malgré ses hauts faits d'armes. C'est la raison pour laquelle il avait tourné le dos aux affaires militaires et politiques du Congo. Mais cet anachronisme sera corrigé sous la présidence du professeur Pascal Issouba, pendant laquelle il va l'élever au grade de général de corps d'armée. Comme nous l'avons évoqué dans la partie 8 et 9, le 7 septembre 1968, après le renversement du président Alphonse Massamba Deba, le Conseil national de la Révolution, CNR, aménage l'acte fondamental et supprime la fonction de président de la République. Donc le Premier ministre Raoul est chargé d'assurer l'intérim à la tête de l'État, jusqu'à la mise en place d'institutions définitives. En réalité, depuis la mise en place du CNR, Marien Ngouabi était le véritable homme fort du pays. Alfred Raoul occupa donc les fonctions de Premier ministre, puis de président de la République du Congo, du 5 septembre 1968 au 1er janvier 1969, pendant 144 jours. Il a également été vice-président de la République populaire du Congo de janvier 1970 à décembre 1971. Remplacé par Aloïse Modileno Massengo, c'est à ce titre qu'il représentera le Congo aux obsèques du président français, le général Charles de Gaulle. Il fut plusieurs fois ambassadeur au Benelux, en Égypte, à la communauté européenne, et dirigea également les grandes entreprises au Congo, notamment la compagnie sucrière, SUCO, la Banque nationale de développement du Congo, la BNDC, et au point de vue de son métier en tant que
ingénieur de génie, en 1968, Alfred Raoul impulse la construction du boulevard des armées par la section génie civil des forces armées congolaises. Ce boulevard est long d'environ 600 mètres, la voie la plus large de la capitale de Brazzaville. Ce boulevard jadis isolé s'est vu entouré d'imposants bâtiments qui symbolisent la République et l'État. Il s'agit par exemple d'abord du palais des Congrès, et ensuite viendra le ministère des Affaires étrangères, et après, dernièrement, on a construit justement la Cour constitutionnelle. Mais à l'entrée de ce boulevard, vous avez la préfecture de Brazzaville. Ce boulevard a été donc débaptisé en Alfred Raoul en hommage à son initiateur. Alors, il a également supervisé le tracé cadastral et le lotissement, terrassement et remblai du quartier des Batignolles situé entre l'aéroport de Maya-Maya vers l'ancien cimetière des anciens combattants et l'avenue Lutassi au plateau des 15 ans. Il avait mis en garde contre le lotissement des terrains limitrophes des voies des chemins de fer vers l'hôtel Majoka et la forêt de la Padoua, car il y avait eu des remblais pendant la période coloniale afin d'éviter les tassements différentiels. Recommandation prise en compte par Hervé Joseph Mayordon lorsqu'il était maire à l'époque, mais non respectée depuis d'ailleurs, puisque des constructions ont été faites sur ces zones non urbanisables. Et c'est ce qui d'ailleurs affaisse les terrains. Voilà, avec la République d'Oyo, on ne respecte pas les règles. Suite à un incident entre un militaire et le personnel de l'hôpital général, dirigé par le futur professeur et médecin biochimiste Joseph Miakanda, Alfred Raoul transforme le célibatorium des sous-officiers en salle d'accouchement, d'intervention et en chambre de l'infirmerie de la garnison. C'est actuellement la maternité de l'hôpital militaire de Brazzaville. Marien Gouabi, d'ailleurs, y ajoutera, par le génie militaire, la chambre VIP, afin que notamment son épouse, Céline, puisse y accoucher. Alors, parmi également les réalisations du général Alfred Raoul, en l'absence de routes d'intérêt général dans le département de l'Anyanga-Louessé, dont le chef-lieu était Moussenjo, Alfred Raoul va entreprendre la création d'une perpendiculaire à la route de Dolisie, afin notamment de faciliter l'exploitation forestière par le génie. C'est ainsi que la route Moussenjo vers la gare de Lebiga et celle de Moussenjo vers Tsinidi, le village natal de l'ancien président Pascal Lissouba, ont donc été réalisées en latérite compactée. Ces voies sont donc en état de fonctionnement, toujours de nos jours, grâce notamment aux saignées latérales pour faciliter l'écoulement des eaux, ce qui ne se fait pas dans les autres routes construites sous la mouvance de Sassou Nguesso. Nous voyons les images, comment les routes sont affaissées, surtout dans la partie nord. L'axe qui va vers la Sangha s'est affaissé, on a vu des images dans les réseaux sociaux. Le général Alfred Raoul était donc un grand mélomane, un grand lecteur et féru des arts. J'ai eu la chance de le rencontrer et puis de le voir chanter, jouer plusieurs instruments de musique, guitare, saxophone, piano, avec brio. Alfred Raoul passait ses heures perdues avec les grands musiciens du Congo, les Bantous de la capitale par exemple, à jouer à son domicile, vers l'hôtel Méridien, juste pour le plaisir. J'avais fait sa connaissance en 1989 à Brazzaville, le jour où il m'a invité chez lui, dans sa grande bibliothèque, pour lui dédicacer mon premier livre, Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique, Africains vos droits et vos devoirs. Et il avait été impressionné par ce que j'avais mentionné dans le livre. En tout cas, c'est l'une des figures des bâtisseurs de notre pays. Je ne l'oublie pas, et je n'oublie pas aussi qu'il était artisan d'un État du Cabinda indépendant, ce que n'apprécie pas Ngouabi et sa bande. Suivant donc son audition dans l'affaire de Diawara, qu'il a éloigné définitivement de la politique, et d'ailleurs son crime c'est d'avoir été l'époux de la sœur
d'un des insurgés, le lieutenant Godefroy Matingou, que j'ai personnellement rencontré en 1974 à Mamadia, dans son village paternel, le grand commerçant et entrepreneur Pierre Matingou. Lorsqu'ils ont fait les coups d'État, ils ont été jugés. Lui, il est resté à Madia. Le commandant Raoul est brièvement arrêté à tort lors des événements de M22 perpétrés par Ange Diawara. Nous allons justement suivre son audition. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Ça devient passionnant. Forum FM 105.8. Alors nous passons à l'audition de l'interpellé Alfred Raoul. Je me nomme Alfred Raoul, je suis de nationalité congolaise, je suis né le 15 décembre 1938 à Pointe-Noire. Fils d'Antonio Georges Raoul et de feu Améline Toundou Minga. Je suis marié à la nommée Émilienne Geneviève, née Matingou. Je suis père d'un enfant. Je suis commandant de la PN en service à la direction centrale du génie. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié case E413, allée du Chahut à Brazzaville. Bon, sur les faits, il déclare ceci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent me croire et qu'en toute sincérité, je ne sais absolument rien. J'aurais pu savoir quelque chose si le camarade Yombi m'avait répondu honnêtement quand je lui ai téléphoné le lundi à 21h. J'avais passé la journée à Maluku-Tréchaud. Le commandant Yombi le sait. Après cette tournée, je suis revenu au génie vers 18h. Je me suis rendu à la piscine du génie où je me suis désaltéré en compagnie du sous-lieutenant Ayayen, Balou, Manganza, sergent-chef Bakala et d'autres combattants. Après, j'ai rejoint mon domicile aux environs de 19h. Là, j'ai trouvé une note de service de l'état-major qui ordonnait de prendre des mesures de sécurité. Après la lecture de cette note de service, j'ai téléphoné à Ndala, qui est mon adjoint, et en même temps instructeur politique. Malheureusement, il n'était pas là. J'ai retéléphoné pour une deuxième fois aux environs de 19h25 et je lui ai dit de prévoir 2 sections d'intervention pour renforcer les points sensibles. Je reste sur place jusqu'à 21h. Ensuite, je téléphone au commandant Yombi pour lui faire état de mes difficultés concernant la mise en place de mes combattants, compte tenu de l'heure assez tardive. Après, je lui pose la question de savoir s'il faut ouvrir un seul œil ou tous les deux. Ce dernier me répond qu'il faut ouvrir tous les deux. Vers 21h, je suis sorti tout en prévenant le commandant Yombi que j'allais effectuer une sortie vers le génie pour vérifier les différents dispositifs. La première visite, c'était à la CSS du génie. La deuxième à l'escadron, où il y avait les 2 compagnies. Après ces 2 visites avec mon chauffeur, nous avons effectué plusieurs tours à travers la ville, jusqu'au moment où nous avons croisé le véhicule de la permanence de l'état-major sortant de l'escadron blindé. Les occupants de ce véhicule m'ont dit qu'il n'y avait rien à signaler. J'ai regagné mon domicile en laissant partir librement mon chauffeur. Vers 5h du matin, mon chauffeur me réveille et m'apprend que de Poto-Poto, il a entendu des coups de sirène. Je me suis habillé et me transporté à la direction centrale du génie, où j'ai téléphoné à Mpila et à l'état-major. Malheureusement, le téléphone ne fonctionnait pas. Au bureau, j'ai chargé mon chauffeur plus un combattant d'aller se renseigner à l'état-major et me rendre compte. Là, on leur a dit de repasser quand il fera jour. À leur retour, avec quelques combattants du génie qui habitent aux alentours, nous nous sommes rendus à Mpila. À mon arrivée, le sergent Gold m'apprend que les combattants viennent de défoncer la porte du magasin d'armement de la CCS. Je leur ai dit de se calmer et de former des sections. Ensuite, j'ai ordonné à l'adjoint-chef Bobongo de se rendre à l'état-major général de la PN.
de prendre contact avec le commandant Yombi et de lui dire que je me trouve un pilat au génie. Alors ce sous-officier est revenu me dire qu'il faudrait que je me rende moi-même à l'état-major. C'est ce que j'ai fait. Entre-temps, les combattants de la première et de la deuxième compagnie m'informent de ceux de l'escadron blindé leur ont refusé l'entrée du camp parce que quelques-uns des combattants de génie auraient tiré sur eux. À l'état-major général, j'ai rencontré le commandant Yombi, entouré des lieutenants Nyombela et d'autres que je ne me rappelle plus. Avec le commandant Yombi, nous avons eu un bref entretien. Il m'apprend que ça ne va pas, qu'on a voulu tirer sur le lieutenant Ngolo, qu'il était donc urgent de me rendre sur place. Sur ce, je suis reparti à l'escadron, où d'ailleurs j'ai rencontré des difficultés pour m'introduire. Néanmoins, sur intervention du lieutenant Ngolo, on m'a laissé passer. Ce dernier me rapporte que dans la nuit, il y a eu plusieurs visites des combattants du génie pour l'enlever et qu'il a eu à maîtriser le capitaine Kimwala qui portait sur lui un document. Il m'a présenté le document qu'il n'a pas voulu me faire lire. À l'escadron blindé, j'ai donné des ordres au sous-lieutenant Ayayen pour rassembler sa compagnie. Ce rassemblement terminé, j'ai invité les combattants de garder leur calme, qu'il se produit des choses graves. Dès que j'aurai des précisions, je vous en informerai. Je précise qu'à un moment donné, le commandant Yombi m'avait dit que le capitaine Mwasipusu était pris par le BI. Mais je ne me rappelle pas si c'était pour la première ou au cours d'autres visites. Après avoir attiré l'attention des combattants de la première compagnie du génie, je me suis rendu à la deuxième et je leur ai dit les mêmes choses. Et c'est en partant de la deuxième compagnie que je croise le lieutenant Ngolo qui me demande de lui livrer le lieutenant Manganza parce qu'il faisait partie des officiers qui ont tenté de l'enlever. En même temps, il me dit de dégager les deux compagnies du génie qui sont à l'escadron blindé. Il était 6 heures environ en présence du lieutenant Ayayen. J'ai demandé au lieutenant Ngolo de se tranquilliser, car en pareille occasion, on risque de se tirer bêtement les uns sur les autres, alors qu'il est très important de savoir ce qui se passe. J'ai donné l'ordre à Manganza de demeurer sur place. Je me suis transporté ensuite à la CCS où j'ai ordonné au lieutenant Samba de prévoir une partie des combattants pour la défense du camp et l'autre attendant les ordres. Après, je me suis rendu à l'état-major en quête d'information. Il était environ 7 heures quand le commandant Yombi me précise que le capitaine Mwasipusu est toujours gardé au BI et on attend l'évolution de la situation. De là, je suis reparti à la direction pour téléphoner aux camarades du comité central. Mon téléphone étant en dérangement, je suis allé chez moi où j'ai téléphoné aux camarades de Mazalaï, mais personne ne répondait ensuite à Pongui. J'ai pu rejoindre une dame qui me dit qu'il est en voyage, et puis Anzé, Pierre, son épouse répond et me dit que son mari était sorti dès les premiers coups de sirène, qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, car on l'avait vu dans une voiture à l'arrondissement 3 de Poto-Poto. Je me transporte rapidement à l'arrondissement 3 et l'on m'apprend qu'on l'a arrêté. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de demander par qui il était arrêté. Vers l'arrondissement 5, je croise l'adjudant Konongo et je lui ai dit qu'on vient d'arrêter les camarades Nzé et Lopez. Ce sous-officier, à son tour, me dit que le BI occupe la radio et qu'il préfère la garder par leurs propres éléments. Arrivé au génie, je communique cette fâcheuse nouvelle aux officiers, mais je n'avais pas vu le lieutenant Dalla, mon adjoint. On me renseigne qu'il était là, puis reparti chez lui. J'ai décidé de me rendre chez lui en empruntant la venue de Martyr par l'arrondissement 4, jusque chez lui. Il était absent, je suis revenu, je l'ai trouvé cette fois-là. Je lui ai dit qu'on a enlevé les camarades Nzé et Lopez et l'on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose. Et il m'a dit qu'il ne savait pas grand-chose, qu'il n'y comprenait rien. C'était dans la cour du CCS que j'ai eu à m'entretenir avec lui. Je lui ai expliqué ce qui se passait entre les formations du génie et
de l'escadron. Si on ne faisait pas attention, on arriverait à des querelles tribales, ce qui n'est pas bien, et qu'il fallait faire attention que cela ne se répercute pas au niveau des corps. Je voudrais quand même préciser une chose très importante. Depuis 3 ans, je n'ai pas eu le contact avec le corps. Ce n'est que le 15 janvier 1972 qu'il y a eu passation de service entre le capitaine Goma Sylvain et moi. Pour tout militaire qui réfléchit, il est quand même difficile d'avoir le contrôle de 600 hommes en un mois. J'étais donc très angoissé de la position des camarades Nzé et Lopez, car ce sont les seuls camarades que je fréquentais régulièrement. Comme le capitaine Mwasiposo était gardé par les éléments du BI et que je pensais que les camarades Nzé et Lopez se trouveraient là-bas, j'ai demandé au lieutenant Dala s'il n'y avait pas de risque d'y aller. Je lui ai demandé de prendre la place de mon chauffeur et au lieutenant Samba de me donner du renfort. Cet officier a mis à ma disposition des combattants parmi lesquels je reconnais l'adjudant-chef Bobongo et le sergent Dinga. Nous sommes partis du génie chez le lieutenant Dala où nous avons déposé la clé de sa maison. Nous sommes passés par l'arrondissement 4 où nous avons rencontré une quatrelle des paras qui nous disait qu'ils avaient reçu une délégation à l'état-major qui démentait les rumeurs de division qu'il y avait au bataillon para. De l'arrondissement 4, nous nous sommes transportés directement au BI. À l'entrée, nous avons vu Noumazalaï, un peu plus en arrière du lieutenant Diawara. Noumazalaï nous apprend que la veille au soir, il devait être enlevé sans précision. Après est arrivé Diawara qui nous demande qu'est-ce que nous pensons de cette situation. Je lui ai dit, explique-nous au moins ce qui se passe. Nous n'avons aucun élément. Ah bon, dit-il. Allons dans mon bureau. Il a pris place sur la plateforme de l'Alflinger et nous nous sommes dirigés vers son bureau. Ce local étant fermé, à clé, il nous a dirigés vers l'infirmerie. Après avoir évacué les infirmiers, il nous raconte que le commandant Yombi veut faire un coup d'État et qu'ils étaient en train de prendre les dispositions. Il me demande qu'est-ce que j'en pensais. Je réponds que nous étions voisins, qu'il aurait pu me prévenir de façon que je prenne mes précautions. Sur ce, je me suis levé, il m'a suivi dehors et là il me dit qu'ils ont pris la radio et poursuivent leurs objectifs. Après, je suis sorti du BI en passant par Makelekele, rue Guillemère, Brazza, Milice, Blanche Gomez, et arrivé là, j'ai eu l'idée de vérifier ce qui se passait à la radio, d'où nous avons passé par le stade de la Révolution, jusqu'à la voie de la Révolution, où nous avons vu en même temps venir la voiture du lieutenant Diawara. À cet instant, le lieutenant Diawara me pose la question suivante. Que voulez-vous? Je lui réponds négativement pour ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Nous avons démarré aussitôt. Mais je crois avoir entendu qu'il nous disait de le suivre au bataillon para, ce que nous n'avons pas fait. En cours de route, j'ai demandé au lieutenant Dala de nous rendre chez lui parce que j'avais envie de me soulager. À hauteur de la Secna, j'ai remarqué plusieurs avions militaires disposés sur le parking. Par l'instinct, j'ai dit au lieutenant Dala de faire demi-tour et de voir à peu près ce qui se passait. Je suis sorti du véhicule pour observer quand le lieutenant Maté s'est avancé vers moi. Il m'a dit « Bonjour » et j'ai tendu machinalement la main en évitant que les gens soupçonnent que je suis en train de lui passer les consignes. Compte tenu de ce que je venais de vivre au BI, ensuite je suis allé dire bonjour à certains pilotes et je leur ai demandé s'ils avaient suffisamment de pilotes pour manœuvrer tous les avions qu'ils ont fait sortir. Ils ont répondu par oui et puis c'est tout. On a refait demi-tour pour nous diriger au domicile du lieutenant Dala. Là, je suis allé aux toilettes. Après, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la division qui se manifestait au sein du corps. Il m'a répondu assez évasivement et nous nous sommes dirigés au corps. Aussitôt arrivé, j'ai demandé le rassemblement de tout le corps, même les 2 compagnies qui se trouvaient au régiment
blindés pour leur expliquer la situation. Lorsque tout le monde fut regroupé, je leur ai exposé que dans une révolution, il arrive des moments où naissent des contradictions. Et il me semble qu'aujourd'hui, nous vivons des heures graves. Je ne peux pas vous donner des directives, mais j'étais en liaison avec l'état-major qui vient de me demander 3 sections. Je leur ai parlé ensuite de l'itinéraire que je venais de faire en leur précisant ce que j'avais constaté. S'ils avaient des doutes, ils peuvent demander aux combattants qui m'accompagnent. Là encore, je précise que lorsque j'ai dit aux combattants de l'état-major demander 3 sections pour aller à la radio, ces derniers ont commencé à poser des questions. Pourquoi faire à la radio? Je leur ai dit que ce n'était pas le moment de philosopher. À tout moment, je leur donnerai la situation. Par contre, parmi les combattants, un qui me dit que si vous continuez à nous répondre évasivement, il est inutile de continuer. Sur ce, j'ai fait rompre les rangs et il s'est produit un deuxième incident. Alors que j'avais demandé à toutes les compagnies de rester à la CCS, on signalait qu'une partie de la deuxième compagnie, c'est-à-dire celle du lieutenant Manganza, était repartie à l'escadron. Dans le même temps, la compagnie du lieutenant Ayayen faisait mouvement vers l'escadron. Comme le lieutenant Ayayen était juste à côté de moi, je lui ai demandé de faire revenir sa compagnie, ce qu'il n'a pas fait. Je lui ai montré ces gens qui n'étaient pas trop loin, qu'il pouvait les rappeler. Entre-temps, le sous-lieutenant Kwa sortit, malgré les instructions que j'avais données de ne pas quitter le corps. Quant à Manganza, je ne pouvais pas lui donner des ordres compte tenu de l'incident qui s'est passé la nuit. Cette atmosphère ne m'a pas permis de fournir les 3 sections que le commandant Yombi m'avait demandé pour la radio. Je me suis rendu à l'état-major général, expliquer la situation qui prévalait au sein du corps. Ce dernier me dit que c'était pas grave. Ces sections auraient pour mission d'encercler tout simplement la voie de la révolution sans usage d'armes. C'est pour demander aux combattants du pays de se rendre et libérer la radio. Je lui ai demandé de m'accorder un délai pour essayer de reprendre en main mes hommes. À mon retour au génie, j'ai donné mission au lieutenant Ayayen d'aller faire un tour de reconnaissance à la radio et me rendre compte. Pendant ce temps, je commençais un travail de sondage pour voir quelle section il fallait désigner pour accomplir cette mission. Le lieutenant Ayayen, revenu, me rapporte qu'il n'a vu personne à la voie de la révolution. À cet instant précis, le sergent Abouya est venu m'apprendre qu'il fallait que je me rende seul à l'état-major pour recevoir les instructions. À ce moment même, les policiers encerclaient le logement du lieutenant Mundele, qui est dans l'enceinte du génie, ce qui a encore aggravé le frottement dans le camp. J'ai préféré attendre un moment pour que les policiers quittent le logement du lieutenant Mundele pour me rendre à l'état-major général. Malheureusement, du domicile du lieutenant Mundele, les mêmes policiers sont allés à la CCS réclamer le sous-lieutenant Manganza. Devant la tension qui commençait à se lever, j'ai préféré me rendre à l'état-major, dire au commandant Yombi de choisir le moment pour éviter qu'il y ait frottement au niveau des 2 corps. Le commandant Yombi m'a compris et de l'état-major, je fais un tour à la direction pour prendre le plan de défense, car on venait de me remettre les instructions pour la nuit. Arrivé à Mpila, toujours suivi par les policiers, j'ai réuni tous les combattants qui se trouvaient dans la cour et je leur ai dit que le sous-lieutenant Manganza et le lieutenant Ndala sont appelés à l'état-major pour l'explication. Ensuite, j'ai invité les combattants à conserver leur calme. À partir du moment où Manganza a été pris et conduit à l'état-major général, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. J'en ai rendu compte au fur et à mesure au commandant Yombi. J'ai continué à exécuter toutes les missions qui m'avaient été confiées en tant que chef de corps, jusqu'au jeudi matin
ou à l'occasion d'une réunion des chefs de corps réunis qui devait avoir lieu à 9 h. Le commandant Yombi est venu m'annoncer vers 10 h que je devais être arrêté. J'ai voulu demander les causes de cette immobilisation, mais l'on ne m'a pas accordé le temps. Sur place, devant tous les chefs de corps, j'ai été désarmé et remis à la disposition du capitaine Mwasipousso, président de la commission d'enquête, qui m'a ensuite déposé à l'École nationale de sécurité publique. Lecture faite par lui-même, le nommé Raoul déclare persister et signe avec nous le présent procès verbal. Alors, je voulais quand même souligner ceci. Le document dont il est question ici, qui avait été saisi au bataillon blindé par le lieutenant Ngolo sur le capitaine Kimbwala Kaya, ce document, nous allons vous en parler ultérieurement. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est Jimmy. Alors nous allons donc passer après d'avoir suivi l'audition du commandant Alfred Raoul, nous pensons maintenant au nommé Ngangwe Maurice. Alors, Ngangwe Maurice comparaît sur son identité, il déclare ceci. Je me nomme Ngangwe Maurice, je suis congolais, je suis né le 16 janvier 1948 à Abili, à Kono, district de Lekana. Je suis célibataire, sans enfant. Je suis sergent dans la PN. Je suis fils de Lekibi René et de Xoala Pauline. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié au numéro 114 de la rue Munzombo à Mongali, Brazzaville. Sur les faits, Ngangwe Maurice déclare ceci. Tout d'abord, je me demande bien pourquoi je suis impliqué dans cette affaire. En effet, c'est le 21 février 1972 que je sors de la prison militaire où j'ai purgé 8 jours de tôle. En date du 21 au soir et plus précisément à 17h30, j'ai pris la garde. Comme il faisait déjà nuit, constatant qu'il n'y avait plus d'ampoule au poste de police, je me suis rendu au bureau du sous-officier de permanence Baya Mampuma pour avoir une ampoule, mais malheureusement il était allé dîner. C'est ainsi que j'ai été voir le centraliste qui a pu me servir une ampoule. Je suis reparti au poste pour l'installer, mais j'ai constaté que l'interrupteur avait disparu, ou mieux était en panne. Après, je me suis rendu au célibatérium où j'ai pris une tempête dans une des chambres de mes collègues et toujours agence Chine nouvelle que je devais utiliser en guise de cahier de garde. Tout ceci étant fait, j'ai rejoint mon poste de permanence dans le cadre du service normal. À 21h30, le sous-officier de permanence Baya Mapuma fait un tour au poste et me demande comme consigne qu'il ne fallait faire entrer personne, quel que soit le grade ou la fonction par la bretelle. Ceci en exécution des instructions qu'il avait reçues de l'état-major, suivant lesquelles il fallait doubler les mesures de sécurité. Après avoir passé normalement mon service à 24h15, j'étais relevé par mon adjoint, le caporal-chef Minzosa, Édouard. Vers 3h du matin, j'ai entendu arriver les combattants de la première compagnie, venus pour nous renforcer. Je leur ai alors posé la question de savoir pour quelle raison le garde était-elle renforcé. Ils m'ont répondu qu'ils ont entendu un coup de feu lâché au niveau de la 2e ou 3e compagnie. Ils m'ont en outre dit qu'en raison de ce même coup de feu, le président de la section du parti, le sous-lieutenant Bongo Camille, a rassemblé tous les célibataires logés au camp afin qu'ils puissent renforcer les services de garde. Puisque c'était le tour de mon adjoint, celui-ci, conformément à la consigne, a mis sur pied le dispositif qui convenait. J'ai omis de dire que c'est aux environs de 3h30 que le renfort est arrivé.
L'alerte sonnera vers 4h30. De 7h jusqu'au matin, je n'ai pas bougé de mon poste de garde. J'ai omis de signaler que c'est en raison de l'alerte que j'ai laissé entrer les combattants qui revenaient de la cité. À 6h du matin, j'ai demandé à l'officier adjoint du chef de corps, Kombo Toko, si je pouvais lever la garde ou la maintenir. Ce dernier m'a répondu que compte tenu de la situation d'alerte, je devais continuer ma garde. Nous attendions impactement les instructions de l'état-major qui malheureusement ne venaient pas. C'est dans ce même état d'ignorance qu'à 9h, les éléments de la première compagnie viendront nous relever. Après nous, rejoindront nos compagnies en tant que président de la section du parti, le sous-lieutenant Bongo passera de compagnie en compagnie vers 11h, expliquer la situation. Dans ses explications, il disait notamment que la délégation envoyée à l'état-major composée du sous-lieutenant Moutandou, de l'adjudant-chef Molitan et du combattant Dabira Norbert était déjà de retour et rapportait comme consigne qu'il fallait que toutes les unités restent en place et que le dispositif de garde de la défense du camp demeure inchangé. Il sera 13h environ lorsque Bongo Camille, en tant que combattant d'unité, convoquera une assemblée générale de sa compagnie au cours de laquelle il fera relever les non-mariés en vue de leur accorder la ration si l'état-major en donnait une. Ceci fait, le sous-lieutenant Camille Bongo partira de notre compagnie pour la première plus loin. Et c'est là qu'il sera arrêté par les éléments même de notre corps. Plusieurs membres du parti connaîtront le même sort. Il s'agit de Ngwanou Pascal, Mbou Michel, Aketa Jérôme, Nguesso Stéphane, Baya Mampuma, Maurice, de même que l'adjudant Mabiala Sambala et le sergent Banga. Vers 15h, on arrêtera le sergent-chef Likibi Philippe et le combattant Etiko Paul Lambert. À 15h15, je serai arrêté à mon tour, ainsi que le sergent Makamba Léonard, le combattant Mingolo Gaston. C'est tout ce que je puis vous déclarer. Après lecture faite personnellement, le susnommé déclare persister et signer avec nous le présent procès-verbal, l'officier de police. Alors nous passons à l'interrogatoire de Ndinga Jean-René. Entendons le sergent Jean-René qui nous déclare ceci. Le mardi 22 février 1972, j'ai été réveillé par mon oncle Elenga André, m'annonçant qu'il a entendu la sonnerie d'alerte sirène. J'arrive à la compagnie et je me précipite au magasin d'armes pour récupérer mon arme. Aussitôt je vois le chef de poste de garde, le caporal-chef Boumputu, Auguste, qui m'annonce que les combattants avaient défoncé le magasin d'armes parce qu'ils étaient fermés et que le chef se trouvait aux mains du lieutenant Dalla, Benjamin, officier adjoint. Aussitôt est arrivé le commandant Raoul. Je lui ai rendu compte, mais il m'a dit de se tranquilliser. Ensuite, il m'a envoyé voir le lieutenant Ngolo à l'escadron pour se renseigner sur la situation dans le véhicule Afflinger T0444, accompagné du chauffeur et de quelques combattants dont un de l'escadron, le nommé Combo, qui n'avait pu rejoindre son unité. Arrivé à l'escadron, les soldats se trouvaient en position défensive et je n'ai pu rejoindre le lieutenant Ngolo. Je suis revenu à ma compagnie rendre compte au commandant Raoul. Vers 6h, au rassemblement général du bataillon, le commandant Raoul a demandé à notre commandant de compagnie adjoint, le sous-lieutenant Marc, de lui désigner 2 sous-officiers pour l'accompagner à l'état-major pour recevoir des ordres. Celui-ci, donc le sous-lieutenant DBK Marc, désigne l'adjudant-chef Bobongo Gaston et moi, ceci en plein rassemblement de tout le bataillon du génie. Nous sommes montés dans la Flinger T0445 où nous devions nous diriger à l'état-major avec Raoul à bord. Arrivé à l'état-major, il a pris contact avec le commandant Yombi qui lui avait certainement donné des ordres, mais je n'avais rien entendu. De là, nous sommes allés à l'escadron blindé où il voulait voir le lieutenant Ngolo. Il y a eu quelques difficultés pour le voir car la sentinelle ne voulait pas nous faire entrer.
Il a réussi à voir le lieutenant Ngolo et a pris contact avec celui-ci. Puis nous nous sommes dirigés vers le bâtiment du génie où il a pris contact avec le sous-lieutenant Ayayen et Manganza dans le bureau d'Ayayen. Alors nous sommes sortis du camp, nous avons repris la direction de la CCS Génie, le camp qui se trouve à côté du service matériel où était rassemblé tout notre bataillon. Là, le commandant Raoul a demandé si le lieutenant Ndala était là. On lui a répondu qu'il était sorti. Le commandant Raoul a demandé qu'on puisse toujours l'accompagner et nous sommes ressortis de nouveau. Je croyais qu'on venait recevoir des ordres à l'état-major. Or, à ma grande surprise, on se dirigeait à la direction du génie, où il a eu à téléphoner je ne sais à qui. De là, nous sommes ressortis, croyant qu'on revenait au camp. Or, arrivé à la commune de Potopoto, il a eu à demander aux miliciens qui étaient groupés ce qui se passait. Ensuite, nous avons continué sur l'avenue de la Paix, jusqu'à la maison commune de Mungali, toujours à la recherche du lieutenant Ndala. Arrivé au domicile du lieutenant Ndala, il était absent et nous sommes rentrés à la compagnie. Cette fois-ci, nous l'avons trouvé au camp. Je suis descendu du véhicule et j'ai rejoint les camarades combattants. Le commandant Raoul a conversé avec Ndala et il voulait sortir. Ils nous ont de nouveau appelés pour les accompagner. Dès que j'ai vu que c'était Ndala qui était au volant de la Flinger, j'ai protesté. L'adjudant Bobongo m'a dit qu'il fallait que je monte. Dès que le véhicule a démarré et à quelques 300 mètres du camp, j'aperçois derrière nous, en filature, la 4L T0363 du lieutenant Ndala avec des militaires à bord. Je n'étais pas tranquille. J'ai engueulé le chauffeur du commandant Raoul, le nommé Poitiers, en lui demandant pourquoi avait-il cédé le volant à Ndala. Il m'a répondu qu'il était commandé par moi. J'ai voulu ouvrir feu sur le lieutenant Ndala, mais l'adjudant-chef Bobongo m'a dit d'être calme, car une telle bêtise nous coûterait la vie. Il y avait des acolytes de Ndala qui nous talonnaient dans la 4LT 0363. Je pensais qu'on se dirigeait à l'état-major pour recevoir des ordres. Or, à ma grande surprise encore, on allait droit sur le boulevard des Armées. Arrivé au carrefour de la Patte d'Oie, Ndala voulait aller vers la voie de la Révolution, mais le commandant Raoul a refusé et nous avons tourné à gauche, direction sur la route de la maternité Blanche-Gomez. De là, il a piqué sur la route conduisant à Bakongo et il a foncé au Béi. À ma grande surprise, je vois la 204 Peugeot numéro 089 U4 de couleur rouge conduite par le caporal Maboya Gabriel du génie et le sergent Bouiti Makosso, plus un combattant. Je n'étais pas toujours tranquille et l'adjudant-chef me conseilla d'être calme. Arrivé au Béi, j'ai été étonné de voir que nous étions reçus alors qu'on disait qu'il avait pris une autre position par rapport à la nôtre. Nous avons vu Ange Diawara et Noumazalaï en tenue militaire. Nous sommes descendus et ils sont montés à bord de notre Highlander avec Raoul et Ndala et se dirigeaient au PC. Nous les avions suivis à pied, en courant et encore, à ma grande surprise, on nous défend de rentrer au PC, moi et l'adjudant-chef. Après qu'ils aient fini de traiter, Raoul et Ndala sont sortis et nous sommes partis au Béi, croyant qu'on devait regagner le corps. Or, non. Ndala nous conduit à Makelele jusqu'à la maison commune de Bakongo et nous sommes sortis vers le lycée pour se retrouver à la voie de la Révolution, d'où j'ai pu voir de nouveau Diawara et ses éléments qui s'y trouvaient. Il était dans la VOE numéro 106 U4. Je signale que nous étions toujours suivis de la 204 Peugeot immatriculée 089 U4 rouge. Nous avons fait demi-tour et avons repris la direction du boulevard au lieu de revenir au camp. Ndala vire à gauche, prenant la route de Mayamaya. Après les rails, au lieu d'aller à l'escale militaire, il pique à droite et nous voilà à la hauteur de la tour de contrôle de l'aérogare civile, où j'ai pu apercevoir des militaires en tenue. L'adjudant-chef a signalé Ndala et nous y sommes rendus là. Et j'ai vu le lieutenant Assois Jean-Pierre
qu'est venu parler Ndala et Raoul. Et j'ai été surpris de voir que tous les avions militaires s'y trouvaient au sol sur cette terrasse civile. Nous sommes repartis de là pour le domicile du lieutenant Ndala où nous sommes rentrés. Ndala et Raoul sont allés dans une chambre et à notre sortie, Raoul a dit qu'on allait à la maison mère. L'adjudant-chef a demandé de quelle maison il s'agissait, mais il a répondu que c'était le camp de Génie. De retour au camp, au rassemblement général du bataillon, Raoul rend compte aux combattants d'une façon voilée sur la situation en parlant des contradictions de la lutte des idées entre révolutionnaires et qu'il fallait se tranquilliser. N'étant pas convaincu et avec un doute absolu, j'ai rendu compte au sous-lieutenant Nkwa sur ce que nous avons vu et la contradiction avec ce que le commandant Raoul nous avait dit en plein rassemblement. Après donc cet interrogatoire de Ndinga Jean-Pierre, nous passons à l'adjudant Bobongo Gaston. Alors, voilà ce que déclare l'adjudant Bobongo Gaston. Le mardi 22 février 1972, j'arrive à mon unité entre 5h et 6h. Le commandant Raoul me charge d'aller voir le commandant Yombi à l'état-major pour obtenir les ordres à appliquer. Je me rends à l'état-major où j'ai pu voir le commandant Yombi. Ce dernier me renvoie en me disant ceci. En pareille circonstance, il est du devoir du chef de corps de venir ici, à l'état-major. Va lui dire de venir. Je rejoins donc le commandant Raoul, à qui je rends compte de la mission. Un peu plus tard, notre compagnie se rassemble et le commandant Raoul demande à l'officier adjoint de l'unité, le sous-lieutenant Debeka, de lui désigner 2 sous-officiers qui doivent l'accompagner à l'état-major. Le sous-lieutenant Debeka me désigne avec le sergent Dinga. Nous nous rendons à l'état-major, le commandant Raoul rentre chez le chef d'état-major général, il en ressort quelques minutes après et nous nous dirigeons vers Mpila, jusqu'à l'entrée de l'escadron blindé, où nous étions arrêtés par la sentinelle. Cette dernière, sur insistance du commandant Raoul, fait venir son chef de poste qui alors demande l'autorisation de nous faire entrer à un officier qui se trouvait aux environs. Nous voici à l'escadron où le commandant Raoul discute avec le lieutenant Ngolo. Ils se rendent à un bureau du lieutenant Ngolo, ils le ressortent, le commandant se déplace jusqu'à la compagnie du Génie. Il trouve le sous-lieutenant Ayayen, il fait venir le lieutenant Manganza. Le commandant revient, il recherche le lieutenant Ngolo. À vue d'œil, cette conversation n'avait pas donné satisfaction. Nous nous dirigeons alors au corps. Le commandant Raoul se renseigne sur le lieutenant Ndala. On lui dit que ce dernier était sorti. Le commandant décide de retrouver le lieutenant Ndala. Il nous fait appel. Nous nous rendons à la direction centrale du Génie où le commandant a eu à prendre certains papiers dans son bureau et téléphoner. Je ne sais pas où. Nous ressortons de la direction centrale du Génie. Nous passons par la commune de Potopoto, la commune de Mongali, jusqu'au domicile du lieutenant Ndala, où était stationnée la Jeep 299 B12. Un monsieur nous renseigne que le lieutenant Ndala n'était pas chez lui. Nous nous rendons au Génie. Ce n'est pas en ce moment que nous avons vu le lieutenant Ndala, qui était prêt à accompagner le vaguemestre au CCP. Un moment après, une conversation du commandant et du lieutenant Ndala, nous sortons du Génie. La Jeep du commandant était conduite par le lieutenant Ndala. La 4L T0363 nous suivait. Nous prenons l'avenue des Trois Martyrs, le boulevard des Armées, la direction de la maternité Blanche-Comète et ensuite la direction du Bakongo. Nous arrivons au camp de bataillon d'infanterie. Nous rentrons. Le lieutenant Ndala demande le lieutenant Diawara. On nous dit que ce dernier était sorti. Nous ressortons, mais on nous dit que le lieutenant Diawara se trouvait vers le domicile du sous-lieutenant Ikoko. En ce moment, nous étions descendus. Le lieutenant Ndala a foncé avec la Jeep jusqu'à hauteur du lieutenant Diawara. Nous avons couru pour les rejoindre. C'est alors que j'ai pu voir Numazalai habillé en militaire avec Ikoko. Diawara prend place dans la Jeep et elle rentre au bataillon d'infanterie. Le commandant Raoul, le lieutenant Ndala, le lieutenant Diawara
et certaines d'autres personnes, dont j'ignore les noms, entrent dans un bureau et nous font attendre dehors. Pendant ce temps, je me suis renseigné auprès d'un militaire au nom de Guéma pour savoir qu'est-ce qui se passait au BI. Guéma ne connaissait rien. J'ai demandé au sergent-chef Bazinga, ce dernier aussi ne me dit rien de bon. Au même moment, un camion gaz chinois plein de militaires fait mouvement vers la sortie. Le sergent-chef Bazinga est le chef de bord et le camion part. La conversation entre le commandant Raoul et les autres prend fin. Ils ressortent, nous voici hors du BI. Il est à remarquer que dès notre arrivée au BI, nous étions suivis d'une deuxième voiture, une 204 familiale portant l'immatriculation 089 U4. Nous partons du BI en passant par la commune de Makelekele, celle de Bakongo, par la maternité Blanche-Lomez et au carrefour où c'est écrit « Bon voyage ». Voilà le camion gaz chinois de tout à l'heure qui dépose ses hommes sous la direction du sergent-chef Bazinga. Le lieutenant Dalla nous conduit à la voie de la Révolution. Nous y trouvons le lieutenant Diawara sortant de la VW numéro 108 U4. Le commandant Raoul, le lieutenant Dalla et le lieutenant Diawara se retrouvent. J'appelle le sous-lieutenant Boko, Samuel, qui était là, et je lui demande qu'est-ce qu'il faisait en ce lieu. Le sous-lieutenant Boko me dit qu'il était dans une situation difficile. Je lui dis alors que nous serons dans l'obligation de le déloger s'il continuait à être à la voie de la Révolution. Nous partons de la voie de la Révolution. Nous prenons la direction de Mayamaya, civile, où nous avons vu un groupe de militaires. Nous rentrons. Le lieutenant Dalla demande au lieutenant Assois si ça allait. Ce dernier lui dit qu'il contrôlait la base. À l'issue de cette conversation et du fait que les avions militaires occupaient tout le parking, j'ai posé la question suivante au lieutenant Dalla. Si un long courrier venait, où est-ce qu'il pourra prendre place? Le lieutenant ne me répond pas. Je repose ma question. Le lieutenant me répond que l'avion pourra atterrir car ce n'est pas la piste qui est occupée. Nous partons de Mayamaya, toujours suivis par le 089 U4 et la T0363. Nous arrivons au domicile du lieutenant Dalla. Nous rentrons. Le commandant demande ceci au lieutenant. Il faudrait une place qui ne puisse gêner madame. Les deux officiers prennent le couloir qui conduit vers les toilettes. La table du lieutenant était servie. Cela prouve à suffisance qu'il n'avait pas mangé depuis la veille, car tout ce que je raconte se déroule entre 6h et 10h. Les deux officiers reviennent et nous font sortir. Le commandant et son adjoint restent au salon. Un moment plus tard, ils ressortent et le commandant nous dit « à la maison mère ». J'ai aussitôt demandé « quelle maison mère ?» Le commandant dit que c'est au Génie. Cette fois-ci, par l'avenue des Trois Martyrs, en direct, nous arrivons au Génie où le commandant a fait rassembler le corps pour parler aux officiers, cadres et combattants. J'ai retenu les passages suivants. Commandant Raoul, je vous demande le calme. Dans une révolution, il y a toujours des contradictions sur les idées. Ces contradictions amènent toujours des situations telles que celle qui s'est créée. Je ne voulais pas vous donner des informations partielles. J'ai fait tous les arrondissements et voilà à peu près la situation. Alors nous passons enfin pour cette série d'auditions. Enfin nous passons pour cette série des auditions au nommé Bwiti Makosso. Alors, je me nomme Bwiti Makosso, Jean-Joseph. Je suis de nationalité congolaise, je suis né vers 1945 à Chimbamba, Pointe-Noire. Je suis fils de Bwiti Makosso et de Lumbu Njembo. Je suis marié à la nommée Batumeni Joséphine. Je suis père de 2 enfants. Je suis sergent de la peine en service au BAG à Brazzaville. Je n'ai jamais été condamné ni poursuivi en justice. Je suis domicilié rue Nzandé, numéro 1, quartier Plateau des 15 ans à Brazzaville.
Sur les faits, Bouiti Makosso déclare ceci. Le 21 dernier, je prenais mon intervention avec les combattants de ma section à notre compagnie génie vers 16h. Est arrivé le lieutenant Dalla venu à bord de sa 4L de fonction. Après m'avoir posé la question de savoir si je savais conduire, il m'a demandé de l'accompagner dans une station de location de voitures afin de me remettre une voiture qui devait être par la suite déposée à son domicile. J'ai continué seul en direction de son domicile et à bord de la voiture immatriculée sur le numéro 089 U4 de couleur rouge. À mon arrivée, je l'ai attendu mais vainement. J'ai fini par rejoindre ma section en emportant la dite voiture. Vers 23h30, j'ai été réveillé par le bruit d'une sirène de l'intendance militaire. Je me suis renseigné de ce qu'il en était auprès de l'aspirant Ousombi. Ce dernier me dira que les militaires de l'intendance ont vu une voiture parquée au garage MCRA et que ses occupants effectuaient des parcours aux environs. Après la sommation de la sentinelle, ces derniers ont pris la fuite. Quelques instants plus tard, j'ai aperçu la voiture de marque 4L du lieutenant Dalla, stationnée dans le hangar du génie. Les renseignements recueillis auprès de ce dernier, il s'avérait que les premières informations étaient exactes. Après ce fait, je suis allé me coucher. Je suis ressorti quelques instants après et ai effectué une ronde autour du bâtiment de notre compagnie. Quand je suis reparti au lit, ce n'est que vers 5 heures du matin que je devais être réveillé, et ceci par une alerte générale. De là, j'ai réveillé les combattants afin de prendre leur dispositif, car courant début de ce mois, j'ai été informé par le lieutenant Dalla qu'un coup d'État de la droite devait être déclenché le 7 février 1972, compte tenu de la fête de la jeunesse qui s'est déroulée à cette date précitée. Il est revenu me dire que le commandant Yombi et le capitaine Sassou préparaient un coup d'État et ceci se concrétisera en l'absence du président. Il est à noter qu'au moment de l'alerte, bon nombre de combattants venus de l'arrondissement se sont retrouvés au camp Pila, sur instruction de Nala. J'ai ouvert le magasin d'armes et distribué à tous les combattants, suivant le mot d'ordre du sous-lieutenant Ayayen. Les combattants se sont rassemblés. Je devais les quitter quelques instants après pour aller chercher la clé du magasin chez le fourrier Ngolo. Pour m'y rendre, j'ai pris la voiture que m'avait confiée le lieutenant Dalla à la veille. J'ai opéré des recherches quant à retrouver le nommé Ngolo, mais malheureusement je ne l'ai trouvé nulle part. Sur le chemin de retour et après quelques distractions, j'ai rejoint le camp. Vers 10 heures, j'ai abandonné mon poste de service et je suis rentré chez moi. J'ai été accompagné du wagomestre, du génie, le prénommé Ignace, arrivé à mon domicile. Ce dernier devait rentrer chez lui à bord de la voiture à moi remise par Ndala. Jusqu'à 12 heures, je ne l'ai plus revu, et ceci jusqu'à nos jours. C'est à mon domicile que j'ai quitté l'uniforme militaire et suis parti spontanément en direction du CEPCO pour prendre un train qui devait me conduire à Dolisie. Parvenu à Jacob, j'ai été intercepté par les militaires de la zone. Ces derniers m'ont escorté à Dolisie pour être conduit par la suite à Brazzaville. C'est tout ce que j'ai à vous déclarer. Lecture faite personnellement, le nommé Bouiti Makosso, Jean-Baptiste déclare persister et signe prison procès verbal. La prochaine fois, attaquer les autres auditions, notamment l'audition de Dalagraï et puis le reste. Bon, merci, vous êtes nombreux à nous suivre pour l'évocation justement des 60 ans de l'indépendance du Congo. La partie donc concernant le coup d'État du M22 va nous prendre encore quelques jours parce que nous n'avons pas fini. Nous allons parler de Bongo Kami, nous allons parler de Ndalagraï, et puis il y a bien d'autres qui sont plus ou moins des anonymes qui sont évoqués. Et ensuite, nous allons vous parler aussi de Moudi Lelo Massengo qui va réagir par rapport à son arrestation, parce qu'ils étaient arrêtés en compagnie de Pierre Nzé et puis Henri Lopez. Voilà, je vous donne à peu près
le programme des prochaines auditions, des prochaines vidéos que vous allez suivre en ce qui concerne l'histoire du Congo, qui a toujours été falsifiée, qui a toujours été déformée. Et d'ailleurs, de nombreuses personnalités reconnaissent qu'il faut quand même restituer cette histoire. C'est pour cela que j'appelle à cette jeune génération de faire attention, de bien suivre cette histoire, parce que ce qui va leur permettre justement de rentrer dans le Congo de demain, en sachant que voilà, tel acteur avait fait ceci. Parce que si le Congo est en faillite, c'est à cause du mensonge, à cause justement du comportement d'un dirigeant qui ont failli sur beaucoup de plans. Nombreux sont partis sans même laisser ne fût-ce que des mémoires. Mais par les documents que nous avons, nous pouvons effectivement rassembler, reconstituer, si vous voulez, les faits. Mais je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. www.org. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. frtdh.org. Je répète, frtdh en un seul mot.org. Elle fait fondre les graisses, tomber les kilos. Forum. 0% de matière grasse, 100% tube. Forum FM 105.8. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM 105.8. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Forum FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de vous. Forum FM, radio de moi, allô, radio de toi, allô, radio de nous. 105.8 Radio Forum, radio et droits de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba. Sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est génial. Congo, musique congolaise totela. Abouake. L'histoire Balari version originale. Le royaume de Congolien Totela était constitué par plusieurs provinces, dont la province Sundi qui nous interpelle le plus. Cette province Sundi était divisée en plusieurs zones.
Le territoire Luango, encore appelé Congo dia Luango, avec quelques villages comme Mwanda, Mayombe, Matadi. Le territoire de Balari, comme Luozi, Misanda, Niabi. Le territoire Kimba, comme Lunda, Kikwit, Bandundu, etc. Le territoire de Mbanza Congo, encore appelé Congo Diakati, la capitale du royaume. Le territoire de Balari, à la base la langue Sundi, d'où sortent les Balari, les Barangala, les Bantandu, ainsi de suite. Les Sundi sont en deux groupes. Les Sundi du haut du fleuve donnent les Balari et les Bantandu. Les Sundi du bas du fleuve donnent les Badondo, ainsi de suite. Entre les Badondo et les Lari sortent les Barangala. En 1665 éclate la bataille d'Ambouila qui provoque le déplacement de populations où les Bantandu suivent le long du fleuve de l'autre rive de la RDC. Les Sundi et Lari envahissent le corps du Poul, rencontrant dans certaines localités les Bateke qui vont aussi, par la présence des Lari, effectuer le mouvement vers le nord. Certains Teke restant dans les localités envahies vont subir une colonisation par la langue Sundi-Lari. Voilà pourquoi vous remarquez qu'il y a des Teke-Lari. Contrairement à ce qui se dit, que c'est le mariage du Teke et du Congo qui donne le Lari. S'il vous plaît, est-ce que le mariage du Vili et du Dondo peut donner un Bembe? Eh bien, cette constitution historique n'était basée que sur les constats. Après avoir constaté, bien sûr, les Lari ayant des villages portant les noms Teke, et en considérant le Congo de Boko comme étant une ethnie. Boko était un village de pêcheurs appelé Kiboka dans le temps, habité par un mélange ethnique, à savoir les Manyanga, les Besingombe, Bantandu, Bandibu et les Sundi, tels que les Sundi de Tabiza et les Basundi Bankeleke. Ce mélange ethnique donne une unité de Bakongo appelée Bakongo de Boko. Pourquoi? Parce que on savait déjà qu'il existe les Bakongo de Manyanga, appelés les Manyanga, les Bakongo de Ngombe Matadi, appelés Besingombe, les Bakongo de Ntandu, appelés de Bantandu, les Bakongo de Mbanzangungu, appelés les Ndibu, ainsi de suite. Donc cette langue de Boko serait appelée peut-être Kiboka. Boko, c'est l'appellation Kiboka transformée par le blanc. Il n'existe pas une langue unique appelée Kikongo. Toutes les langues de Congolien Totela s'appellent Kikongo. Que ce soit le Lari, le Kizombo, ainsi de suite. Les Bakongo, c'est une tribu qui est constituée par plusieurs ethnies. Parmi eux, l'ethnie Congo n'existe pas. Il existe quelques ethnies comme les Lari Sundi, Badondo, ainsi de suite. Mes chers amis, essayons de modifier cette confusion. Le Lali est Teke, c'est l'habitant de Ntiaki. Le Lari est Congo, c'est l'habitant du Poul et du Bas-Congo de la RDC. Le Teke, c'est une tribu constituée par plusieurs ethnies, telles que Bafuru, Bakukuya, Bangangulu, etc. En réalité, avant l'investiture Teke, le cœur du Poul était habité par les Pygmées, autrement appelés les Bangantiers. Les Teke provenant du Centrafrique envahissent les Pygmées, entraînent la colonisation des Pygmées par la langue Teke. Voilà pourquoi vous remarquez que les Pygmées en totalité parlent Teke. En fait, à la base du Poul, le Pygmée envahi par le Teke et en finalité le Teke envahi par le Lari et le Sundi, qui sont les Bakongo du
royaume Congo. Donc le Lari est Sundi, pas Teke. Le royaume Teke, Luango et autres apparaissent plus tard après la dislocation du grand empire de Congolien Todela, qui remonte au XIIe siècle avant la pénétration de Diego Cao au XVe siècle. Cette dislocation entraîne l'élargissement secondaire du royaume au Congo jusqu'au Gabon. Du Congo-Brazzaville en RDC jusqu'au Angola. On n'a pas besoin d'interprète. Le langage est le même, sauf quelques changements de temps par rapport à la disposition des populations et des localités. Quelques différences entre le territoire de Balari et le territoire de Mbanza Congo. Meno, Mono, Zonza, Vova, ainsi de suite. En plus, la présence de R dans les langues du territoire de Balari, le re qui vient du portugais par le morita et quarto, bacalao qui est portugais, makayab chez les Sunilari, Munsambu chez les Mono, Kimungwa chez les autres. Le Congolien Todila, c'est pas l'Angola comme disent les gens. C'est donc un territoire qui s'étendait du nord de l'Angola actuel, le sud de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, le Cabinda jusqu'à l'océan. Occupé par les Portugais en 1482, qui occasionne la dislocation de ce royaume. Ce territoire étant trop grand, certains peuples dispersés dans plusieurs directions échappent au contrôle portugais. Ces peuples seront occupés plus tard, en 1800, par les Belges et Français qui donnent les limitations et les noms tels que Congo-Belge, Congo-Brazza, San Salvador, qui deviendra la République d'Angola. Eh bien, il était important que Maître Alino de Mansaï vous relate cette histoire de Balari version originale. Mes chers amis, merci.